Okay, are we ready? How's everyone feeling? Tout le monde est prêt? Comment ça va? Je sens un regain d'énergie dans la salle. Est-ce que vous avez fait de nouveaux amis au cours de l'heure qui vient de s'écouler? Très bien, fantastique. Et je suis heureuse d'apprendre cela. Nous allons maintenant passer à notre premier panel. Et cela va être l'occasion d'écouter nos experts. Mais tout d'abord, deux mises à jour. Nous avons une zone numérique au bureau des inscriptions. Je vous invite à prendre votre photo et à la partager sur Twitter avec notre hashtag. Et nous allons sélectionner les 2 meilleures images. Et ensuite, nous annoncerons les prix. Alors, je vous invite à prendre des photos et à tweeter. Et nous avons des prix très intéressants. J'aimerais également saluer le personnel des bureaux nationaux. Nous avons des personnes du Ghana, de la Turquie, du Botswana, du Libéria, de l'Arabie saoudite, du Cameroun, et du Burundi et du Sénégal. Merci d'être là, on a besoin de vous également. Maintenant que l'on a fait le bilan des choses, on va passer au panel suivant. Les jeunes vivant dans des villes doivent être engagés de manière active dans les villes dans lesquelles ils vivent. Il faut que ces citoyens comme vous soient en mesure de discuter des sujets qui les concernent. Et nous avons comme modérateur ce matin Eleanor Robbins qui se concentre sur les services de conseil financier à l'IFC, à la Banque mondiale. Bonjour à tous. Les populations urbaines croissent rapidement en taille et en densité dans beaucoup d'endroits du monde. Cela reflète des niveaux d'inégalité importants. Beaucoup de villes se tournent vers les services numériques pour améliorer la qualité des services publics, pour améliorer l'accès aux services publics également. Pour améliorer cela, il faut relever les défis qui se dressent devant nous. Par exemple, comment faire en sorte que ces nouveaux services technologiques puissent être utilisés pour le bien de tous et pour promouvoir l'inclusion. C'est une grande question. On va en parler aujourd'hui en 45 minutes seulement. Mais je crois que c'est un sujet passionnant et j'espère que vous allez apprécier cette discussion ici. À Washington, D.C., nous avons plusieurs possibilités de transport. Nous avons des scooters électriques, des vélos à libre disposition, mais on ne peut pas forcément accéder à ces véhicules de manière très aisée. Et je crois qu'il en va de même pour toutes les villes à travers le monde. Je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à nos experts. Nous avons Magdi Amin avec nous de Media Network. Nous avons Mara Balestrini qui est PDG d'Ideas for Change. Elle a également piloté un projet sur la santé en espagnol. Nous avons également Nkechi Coker, qui est gestionnaire de programme GovTech chez Code for Africa. Nigel Jacob, qui travaille à la mairie de Boston, malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Je vais demander à nos orateurs de bien vouloir se présenter ce que fait leur organisation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Un grand merci à la Banque mondiale et merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Je m'appelle Nkechi Coker, je viens du Nigeria. J'habite à Cape Town et je suis gestionnaire de programme pour Code for Africa. C'est une ONG qui
cherche à faire en sorte que les citoyens aient des données utiles, c'est-à-dire que nous collectons des données et nous les rendons utilisables par les citoyens pour qu'ils puissent dialoguer avec le gouvernement, avec la société civile, les journalistes, les entrepreneurs, pour que les personnes puissent utiliser les données pour transformer le gouvernement et en faire quelque chose de mieux. Nous tentons également de voir comment nous pouvons faire en sorte que le gouvernement soit plus transparent pour améliorer la participation des citoyens et nous aidons les citoyens à utiliser ces données au mieux. La société civile, les journalistes doivent être en mesure d'utiliser ces informations et, par exemple, publier des nouvelles en langue locale ou rédiger des articles pour essayer d'élaborer des solutions et améliorer la transparence et l'accès aux données pour les citoyens. Voilà, je suis heureuse d'être ici et je me réjouis d'entendre les autres intervenants. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Mara Balestrini. Je suis PDG d'Ideas for Change. Je travaille dans le domaine des villes intelligentes et nous travaillons avec différents conseils municipaux pour essayer d'élaborer des stratégies qui permettent de placer l'humain au centre des politiques. Par exemple, nous travaillons avec la ville de Bristol au Royaume-Uni. Nous avons mis en place une approche qui est basée sur les besoins des personnes. Et ensuite, nous avons conceptualisé cette idée d'espace commun de données, c'est-à-dire comment les personnes peuvent générer des données et ensuite utiliser ces données de manière commune. Nous travaillons également avec d'autres municipalités et beaucoup de projets européens. Nous nous penchons surtout sur l'aspect citoyen, c'est-à-dire comment les citoyens peuvent utiliser les données pour co-créer des connaissances qui soient utiles pour la société dans son ensemble. Nous avons un projet avec 10 volets pilotes dans différentes villes. Nous avons également un projet sur la pollution sonore dans 5 villes différentes. Nous avons également un projet intitulé Week Count. Ce sont des citoyens qui font le décompte du trafic routier. Et ensuite, on fait un lien entre le trafic routier et la qualité de l'air. Donc, on travaille de manière très intense sur le carrefour entre les données et la citoyenneté. Nous nous penchons également sur la question du respect de la vie privée, le respect des données personnelles. Et la nuit et pendant le week-end, dans mon temps libre, je m'intéresse beaucoup aux interactions avec le capital humain, c'est-à-dire comment concevoir des systèmes qui nous permettent aux personnes de tirer profit des technologies et de les utiliser d'une manière significative. Merci, Eleanor. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici dans le district des champions à Washington, D.C. Bien sûr, il y a toutes les équipes de sport, de basketball, les Super Eagles, bien sûr, du Nigeria, pour les fans de foot. Je m'appelle Magdi Amin. Je travaille à Omidyar Network. Nous travaillons sur des technologies d'amorce, des technologies pour les entreprises qui en sont dans leurs étapes initiales, en particulier dans le domaine du respect de la vie privée et de la sécurité. Nous faisons également un travail sans but lucratif en Afrique qui a pour but de promouvoir le dialogue des citoyens sur le monde. Dans le monde numérique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les
les papiers nécessaires, les documents nécessaires pour leur garantir un accès à différents types de services, que ce soit santé ou voyage. Donc le monde numérique peut véritablement agir et offrir un accès numérique à ces personnes pour ensuite pour pouvoir accéder à ces différents services. Nous pensons qu'il faut apporter la technologie aux personnes d'une manière éthique. Il faut placer les personnes au centre de notre travail, être inclusif, également assurer la sécurité, le respect des données personnelles pour encourager la confiance. Donc, on essaye d'élaborer sur ces concepts et ensuite dialoguer avec différentes organisations, la Commission économique des Nations unies, des associations d'avocats, des associations en Afrique, des ONG. Et je suis heureux d'être ici pour vous parler de tout cela. Merci beaucoup. Moi, je travaille à l'IFC. C'est le bras commercial du groupe de la Banque mondiale. Nous avons un programme dans lequel nous travaillons avec différentes villes à travers le monde et nous avons investi 1,5 milliard de dollars dans ces villes, dans les marchés émergents, dans le but de les soutenir face aux différents défis auxquels elles se heurtent, que ce soit dans le secteur des infrastructures, des déchets, du trafic routier, etc. Ce sont des problèmes que l'on voit émerger de plus en plus. Donc, je suis responsable de cette unité qui cherche à fournir ce type de solution. Nous avons un système de prêt pour ces villes. Nous avons d'autres produits tels que des garanties et nous fournissons également un soutien technique et différentes solutions, notamment des services de conseil. Nous aidons les villes à relever les défis auxquels elles sont confrontées et répondre aux besoins de leur population. L'IFC et la Banque mondiale ont organisé un atelier, je sais que Mara y était également, qui s'est tenu à Izmir en Turquie. Ensuite, il y a eu également quelque chose à Barcelone, une exposition mondiale très importante qui s'est produite juste il y a quelques semaines. Donc, on voit que c'est véritablement un sujet qui est tout en haut de la liste des priorités pour les mairies. Et il faut que les maires se demandent comment ils vont pouvoir répondre aux besoins des personnes de par la numérisation afin de servir au mieux la population. L'IFC a également signé un accord avec une ville en Ukraine pour les aider à mettre en place un système de gestion du trafic ainsi qu'un système d'efficience énergétique. Donc voilà un petit survol de ce que nous faisons dans cette unité IFC Cities. Il y aura assez de temps pour poser des questions à la fin de cette séance. Donc, je vous invite à déjà penser à des questions que vous souhaiteriez poser. Je suis sûre que vous en avez déjà après ces remarques introductives. Pour attaquer le fond de la question, j'aimerais commencer à parler de la manière dont les villes peuvent aider les citoyens les plus vulnérables, leur donner les outils nécessaires pour utiliser les technologies numériques, les services numériques en particulier. Dans un contexte où il y a un fossé numérique, certains citoyens ont accès à des données, où ils ont accès à Internet. Et je lisais hier justement que près d'un tiers de la population n'est pas connectée à Internet de manière quotidienne. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit. Il ne faut pas partir du principe que chacun a accès à Internet au quotidien. Est-ce que vous aimeriez partager vos points de vue sur ce point? Les données, la technologie, les personnes, le gouvernement, le secteur privé se rassemblent et travaillent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Mais il y a toujours un fossé. Bien sûr, les villes s'améliorent, une certaine organisation se fait, mais des personnes sont laissées pour compte. Donc, comment faire pour être plus inclusif?
Je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous et ce problème n'a pas encore été résolu. Il y a plusieurs manières d'approcher ce problème. Pour nous, en Afrique, nous appuyons toujours sur la croissance économique. Et beaucoup de pays qui sont considérés comme des pays en développement sont dans cette situation. Par exemple, à Lagos, qui est la plus grande ville d'Afrique, qui est également la ville à la croissance la plus rapide en Afrique. Et c'est également la ville la plus peuplée en Afrique. Donc, imaginez le type d'organisation qui a lieu à Lagos. On dit souvent que Lagos, c'est New York de l'Afrique. Donc, on peut bien sûr s'attendre à beaucoup d'innovation à Lagos, et c'est bel et bien le cas. Mais en même temps, nous voyons qu'en même temps que cette croissance, il y a des personnes qui sont laissées pour compte. Il y a 2 mois, Lagos a un pont qui est le pont le plus long d'Afrique. Pour aller de l'aéroport à la ville, il faut traverser ce pont. Et juste près de ce pont, il y a une communauté qui vit sur l'eau. Cette ville sur l'eau, par exemple, n'est pas sur les cartes. Et il y a beaucoup de développement qui se fait très rapidement. Et il y a des personnes qui ne sont pas incluses. Par exemple, il n'y a pas de service d'assainissement, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école dans ces communautés. Et si les personnes veulent aller à l'école secondaire, par exemple, elles doivent quitter cette ville, elles doivent traverser l'eau pour aller à l'école et revenir le soir, simplement pour avoir accès à l'éducation. Donc cet exemple de communauté, c'est l'exemple d'une ville qui a été laissée pour compte, dont l'existence est rendue invisible. Donc on a ce développement urbain, mais il faut qu'il soit inclusif. Il faut inclure ces populations dans la planification urbaine. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas seulement se demander ce que fait le gouvernement ou ce que fait le secteur privé, mais plutôt que pouvons-nous faire en tant que citoyens? Autonomiser les communautés, cela ne suffit pas. Il ne faut pas simplement s'attendre à ce que la planification se fasse, en particulier en Afrique, où nos pays sont encore en développement. Je crois que nous devons joindre nos forces, essayer de tirer profit des réseaux et essayer de contribuer à faire en sorte que ces personnes dans ces communautés puissent faire entendre leur voix. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous tentons de créer des contacts avec différents réseaux, différentes ONG, des communautés pour essayer, dans le cas échéant, de cartographier cette communauté, cette ville. Nous établissons des contacts avec des écoles, nous allons parler aux filles, aux enfants. Et ensuite, nous essayons de nouer des contacts avec des personnes qui puissent envoyer des drones pour réaliser cette cartographie. Donc, il faut vraiment, à mon avis, communiquer. La meilleure manière de communiquer entre les citoyens et le gouvernement, c'est d'être transparent, c'est d'inclure les citoyens dans la planification urbaine, dans, par exemple, la transmission de témoignages, d'histoires de par les journalistes. Faites entendre votre voix, parlez de ce qui se passe dans votre ONG, dans vos communautés. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous formons les personnes. On utilise la technologie pour collecter des informations, mais ensuite, ce que nous faisons également, c'est que nous formons les personnes à l'utilisation de ces données pour créer quelque chose qui a un sens, quelque chose qui soit utile. Donc voilà l'une des manières dont nous agissons en tant qu'ONG, c'est-à-dire que nous intervenons pour essayer de voir comment nous pouvons aider. Mais bien sûr, c'est un défi de taille et nous espérons nous améliorer plus encore. Un autre projet que nous faisons, c'est un projet sur la qualité de l'air en Afrique. 7 millions de personnes
meurent à cause de maladies liées à la pollution de l'air et les personnes ne s'en rendent pas compte. Les personnes font brûler du bois ou du charbon pour vivre, pour cuisiner, par exemple. Cela crée de la fumée, de la pollution. Donc, que faire en tant qu'ONG? Que faire pour faire en sorte que les citoyens s'approprient cela et puissent agir à leur niveau? Par exemple, nous agissons sur l'électrification, l'éclairage et il faut également comprendre que les personnes parfois n'ont pas assez de connaissances en la matière pour véritablement agir. Et là, il y a tout un aspect de sensibilisation, de civisme qui est important. Autonomiser ces communautés, cela dépend de nous, cela ne dépend pas que du gouvernement, mais c'est nous qui devons joindre nos efforts, agir au niveau des communautés. Par exemple, si l'on entend parler de technologie qui est utilisée à Barcelone, on peut s'inspirer de cela et essayer d'aider d'autres communautés. Donc, véritablement joindre nos efforts, essayer de maximiser les initiatives des uns et des autres et faire de notre mieux pour relever ces défis communs. Merci beaucoup. En effet, vous avez raison, il faut un effort de collaboration entre les différents partenaires, y compris la société civile. D'autres réflexions sur la question du numérique? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a 2 ou 3 éléments qui ressortent. Tout d'abord, je crois que les personnes participent seulement lorsque l'initiative ou le programme vise à résoudre un problème qu'ils connaissent. On a parfois une approche de technologie en premier, c'est-à-dire que le gouvernement lance un appel d'offres pour une solution technologique, mais parfois la population a l'impression que cette technologie ne répond pas forcément à un besoin ou à un problème qui doit être résolu. Concernant le modèle que l'on a créé pour Bristol, le premier volet du programme était de se demander pourquoi l'on fait quelque chose. On identifie tout d'abord les problèmes qui rassemblent les gens, que les gens ont en commun, par exemple la population, la pollution ou un problème de trafic. Et ensuite, les personnes ont envie de participer parce que les personnes ont envie de résoudre ce problème. Et ensuite, cela donne lieu à la technologie, puis à la formation, parce que ces personnes veulent être à même d'utiliser la technologie pour résoudre leurs problèmes. Ensuite, il faut également rendre l'accès à la participation plus facile, baisser le seuil. On ne peut pas simplement former des milliers de personnes, ce n'est pas quelque chose de viable. Par exemple, un senseur électromagnétique pour la qualité de l'air ne dure que 6 mois. Après 6 mois, il faut remplacer ce senseur. Donc, c'est quelque chose qui coûte cher. On a inventé une méthode pour mesurer la qualité de l'air en utilisant des plantes. Cette méthode a été testée en Belgique, dans les Flandres, puis en Espagne, et on a vu qu'on pouvait attirer beaucoup plus de personnes dans cette discussion sur la qualité de l'air parce que si cette technologie se base sur des plantes, le cas échéant des plantes de fraises, eh bien, les gens pensent qu'ils peuvent le faire. C'est quelque chose d'accessible. Ils vont simplement planter leurs plantes et ensuite un système avec un système magnétique est ajouté à ces plantes. Et en faisant cela, ensuite, en localisant où se trouvent ces plantes, on peut faire une cartographie de la qualité de l'air. Et donc, à un coût très réduit, on peut gérer
surveiller la qualité de l'air, c'est une stratégie qui est beaucoup plus à même d'attirer les personnes et de déclencher un débat général sur la question de la qualité de l'air. Ce n'est plus abstrait. Je suis tout à fait d'accord avec votre approche qui vise tout d'abord à identifier les besoins et les problèmes que rencontrent les citoyens. Et j'adore votre projet avec les fraisiers. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fascinant. Magdi, j'aimerais vous entendre sur cela parce que je sais que vous travaillez avec le secteur public et avec les entreprises privées. Donc j'aimerais savoir quel est le rôle que peut avoir le gouvernement ou que peuvent avoir les investisseurs privés pour aider à faire en sorte que les services numériques se centrent sur l'humain et soient plus inclusifs. Merci pour la question. J'ai adoré votre exemple des fraisiers. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nkechi, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, en particulier lorsqu'il s'agit du travail avec la société civile et le travail avec d'autres groupes représentatifs de la population. Mara, vous avez parlé des technologies qui se basent sur l'information et qui parfois ne sont pas utiles. Nous savons que pour que des technologies soient utiles, il faut qu'elles soient axées sur les données et ces données sont utilisées pour la personnalisation, la conception du produit, offrir des solutions plus personnalisées, par exemple réduire la pollution de l'air, etc. Mais je crois que l'équilibre n'a pas encore été trouvé parce que toutes ces stratégies peuvent également avoir des effets néfastes. Par exemple, moi, j'adore Spotify, je l'utilise tout le temps. Spotify sait exactement ce que j'aime, je n'ai pas besoin de lui dire, mais cette agrégation de données qui recouvre différents appareils électroniques crée un profil de vous en tant que personne qui peut être utilisé pour vous faciliter la vie, mais également qui pourrait être utilisé à votre encontre. Il faut des garde-fous. Sinon, on permet au pouvoir de passer de l'individu à l'État. Le pouvoir de vous surveiller, de savoir ce que vous faites, de savoir à quoi ressemble votre vie privée. Bien sûr, il y a des personnes qui se demandent quel est le problème avec le fait de partager les données personnelles. Moi, je viens du Soudan et je crois que les jeunes véritablement ont un grand pouvoir parce que chez nous, ce sont les jeunes qui ont mené la révolution. Et pour certains gouvernements qui ne sont peut-être pas légitimes, il est possible que ces informations soient utilisées à l'encontre de la population pour savoir qui parle avec qui parle de quoi. Et malheureusement, cette technologie peut être utilisée pour pérenniser ces gouvernements plus longtemps que ne le voudrait la population. Donc il faut avoir une approche systématique, se demander quels sont les effets néfastes qui pourraient résulter de l'introduction de cette technologie. Si vous parlez aux personnes ici, aux États-Unis ou à travers le monde, 58% des personnes sont d'accord pour dire que le respect de la vie privée est en crise et qu'il faut forcer le gouvernement à changer. Ensuite, les personnes qui pensent qu'il faut accepter un certain nombre de risques lorsque l'on interagit sur la toile, le nombre de ces personnes est en baisse. Et le mot qui ressort dans tout cela, c'est le mot crise. C'est une situation de crise. Il y a une spirale vers le bas avec une absence de système de vérification qui crée un risque de méfiance dans ce secteur. Il ne s'agit pas seulement d'une méfiance diffuse, mais lorsque l'on tape quelque chose sur son ordinateur, tout d'un coup, on vient de taper quelques lettres et il y a déjà 10 publicités qui apparaissent. Donc, le problème va au-delà de cela. Le problème est une menace
éventuelles, potentielles, sur la manière dont nous souhaitons vivre nos vies. Il y a des données anonymes qui sont générées, qui ne nous menacent pas particulièrement, mais il y a beaucoup de systèmes tels que la technologie de reconnaissance faciale qui peut être utilisée à des fins de surveillance, parfois pour assurer la sécurité. Mais où se trouve notre contrôle, notre capacité à gérer cela? Si un policier nous arrête, nous demande de produire notre document d'identité et nous demande qui sont nos enfants, quels sont leur âge, quelle musique on aime, où on va manger, etc. On va dire à ce policier, vous êtes fou, montrez-moi votre mandat d'arrêt ou je ne sais quoi. Mais si l'on a des caméras de vidéosurveillance qui enregistrent toutes ces informations à notre insu, alors on n'a plus de contrôle. Si l'on veut que les villes soient intelligentes et qu'elles soient centrées sur l'humain, il faut concevoir ces villes en gardant à l'esprit l'humain, en le mettant au centre de tout, en assurant le respect de la vie privée, la transparence. Si on n'assure pas cela, alors je crois qu'on perpétue cette spirale vers le bas. Cette spirale devrait aller vers le haut. Malheureusement, la technologie que nous utilisons n'est pas toujours utilisée à bon escient. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas d'empreinte digitale parce que le travail qu'elles font ne permet pas à ces personnes d'avoir des empreintes digitales. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Il faut avoir une discussion pour assurer une option alternative. Voilà, je me réjouis d'entendre vos questions et d'y répondre. Merci beaucoup pour votre intervention. En effet, je crois que ces questions qui gouvernent notre quotidien à l'heure actuelle méritent réflexion. Et j'ai beaucoup apprécié les principes que vous avez énoncés. On se réjouit de vous entendre plus. Juste un petit complément d'information. Vous avez peut-être entendu parler de capitalisme de la surveillance. Il s'agit ici d'un potentiel de l'État ou d'un potentiel qu'ont certaines plateformes d'utiliser les données à mauvais escient. Lorsqu'on parle de technologies bénéfiques, par exemple, cela peut aller de pair avec l'élaboration de principes pour les villes intelligentes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous avez parlé de cette métaphore. En effet, Roméo et Juliette n'auraient jamais pu tomber amoureux dans les villes modernes, les villes intelligentes que nous avons aujourd'hui. Je crois que cela reflète un problème de fond que nous avons, parce que dans certaines villes, nous avons déployé ces technologies avant même que les conditions soient en place pour l'utilisation de ces technologies. Les villes commencent de plus en plus à se rendre compte que les contrats, par exemple, qui sont signés avec certaines entreprises de sourceurs électroniques ou je ne sais quoi, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une clause dans le contrat qui dit que la ville n'a pas accès aux données, que c'est l'entreprise, la plateforme qui possède les données, qui a accès aux données. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Beaucoup d'entre vous, je le sais, travaillent en petits groupes pour répondre à ces questions, pour concevoir des solutions. Et l'une des inquiétudes clés qui devrait être inscrite dans chaque solution, c'est la gouvernance en matière de données. Pendant plusieurs années, nous avons travaillé sur certains projets dans ce sens. Ce que nous faisons, c'est que nous insérons la gouvernance en matière de données dans les différents projets. C'est très difficile à faire. C'est très intéressant. Ce qui se passe, c'est que les personnes, le premier jour, sont présentes, elles arrivent et elles nous demandent, mais quel est le problème? On peut collecter les données, on n'a rien à cacher. Mais vous allez changer d'avis lorsque vous allez en apprendre plus. À titre d'exemple, dans le cadre du projet Decode, c'est un projet de Barcelone pour la souveraineté en matière de données, et nous avons des chaînes de blocs
maîtrise un peu les données produites et les gouvernements. Ça permet aux gouvernements d'adopter de meilleures politiques, des politiques plus idoines, les capteurs pour surveiller la qualité de l'air. Donc au départ, les uns et les autres pensaient que ça n'avait rien à voir avec l'intimité, le droit à la vie privée. Et bien après une semaine, on a commencé à un peu changer d'opinion. Et on a dit d'un seul coup, enfin d'aucuns ont dit d'un seul coup, est-ce que vous pouvez éliminer telle et telle donnée? Et je demandais pourquoi. Eh bien tout simplement parce que mes enfants se rendent compte que je crie plus fort qu'eux, ou plus souvent qu'eux-mêmes. Deuxième chose, une personne s'est rendue compte que sa petite amie, qui devait être, enfin, qui était censée arrêter de fumer il y a plusieurs années, eh bien, se levait au milieu de la nuit pour fumer sur le balcon, tout simplement en cachette, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait l'odeur de la fumée dans l'air de son appartement. Et on commence à réfléchir, parce qu'en fait, un capteur peut dire tellement de choses sur le comportement d'une personne, sur son attitude, qu'elle soit chez elle ou non, qu'elle soit en déplacement, chez une amie, un ami. Et en fait, l'ami, dans un certain cas de figure, avait fait une super fête. Et où les gens, les uns et les autres, commencent à se rendre compte que finalement, il y a quand même des données concernant leur vie qui sont reprises. Et il convient donc d'avoir une plus grande maîtrise sur la décision adoptée ou non de partager des données qui vous concernent. À partir du moment où on commence à parler de cela de façon ascendante, plutôt descendante, devrais-je dire, eh bien, cela vraiment est prescriptif. Mais à partir du moment où nous menons des projets tels que Madame le fait, et lorsqu'il y a un esprit de co-création dans ces projets, eh bien, davantage d'engagement sera possible. Et là, les gens diront, lorsqu'un policier arrive chez eux, pourquoi est-ce que vos enfants, etc., etc., eh bien, la même chose sera dite des technologies numériques, parce que les personnes voudront avoir une voix dans la manière dont on se sert de leurs données. Effectivement, lorsque vous avez une idée de quelque chose qui va se produire, mais en fait quelque chose de complètement différent se produit, c'est assez intéressant. Vous avez parlé de capacité, vous avez travaillé donc dans le domaine du renforcement des capacités. Qu'avez-vous fait pour aider les gouvernements locaux gérer cette espèce d'influx de données et de technologies en même temps, ou de sociétés tech? Comment tout cela est-il géré? Et ensuite, à partir du moment où on aura peut-être évoqué ceci, je vous propose, vous, le public, de poser vos questions. Donc soyez prêts. Merci beaucoup. Bien. Les temps changent très rapidement. Et si rapidement que parfois les villes n'arrivent pas à suivre le mouvement, à suivre la cadence. Et donc, pendant des années, et tout simplement pour prendre un peu de recul, pendant 6 ans, nous, au niveau du gouvernement sous-national en Afrique, en fait au Nigeria, le gouvernement en fait avait adopté une initiative, quelque chose que souhaitait faire ce gouvernement, c'est-à-dire d'être plus transparent et de faire davantage participer les citoyens dans la manière justement d'exprimer leur voix sur la prestation de services fournis par le gouvernement. Donc il y avait des visites au foyer des uns et des autres, et ça c'est très encouragé pour un gouvernement qui souhaite être transparent, et en matière de budgétisation aussi. Donc tous ces cadres, toutes ces politiques, toutes ces réformes diverses et variées, je ne veux pas me servir du terme copier-coller, le fait que d'autres pays reproduisent certaines des étapes adoptées par les autres. Et en fait, cela permet un plus grand engagement, une plus grande participation des citoyens. Eh bien, le gouvernement avait commencé à effectuer tous ces processus pour faire participer davantage les citoyens, la société. Tout semblait bien se passer et il voulait ensuite émettre un certain nombre de données. Ce qui s'est passé, c'est qu'in fine, les discussions se sont portées sur qu'est-ce qui vient après l'émission de données. Il est bon d'avoir un portail de discussion en Afrique ou au Nigeria. À partir du moment où les données ont été émises, que le portail a été créé, et d'ailleurs nous avions été financés par la Banque mondiale à l'époque, mais d'un seul coup il n'y avait plus de participation. Donc les données sont ouvertes, et ça a été éprouvé. Et finalement, ça permet d'être un moteur de création d'emplois, de développement économique, accroissement des activités économiques. Donc il y a une espèce d'attente selon laquelle si nous faisons ceci ou cela, les citoyens seront davantage engagés, participeront davantage, ou on attirera davantage de financement aussi de la part des gouvernements, ou ne seront dotés d'une meilleure économie. Eh bien finalement, ce n'était pas vrai. Énormément d'investissements avait été fait à l'égard de l'émission de données, de la production de données, et in fine, on se posait la question de savoir que faire ensuite.
dans de tels projets, lorsqu'on parle de solutions technologiques, eh bien, il faut que ce soit fait conformément à ce que souhaitent les citoyens, que ce soit justement centré sur la personne et que ce ne soit pas trop prescriptif non plus. Donc la question à se poser, que pouvons-nous faire? Et le défi énorme que nous avons constaté, c'était que la capacité numérique était déjà particulièrement faible. Au moyen des parties prenantes, au niveau des citoyens, au niveau des parties prenantes. Et donc la formation et la reformation, le recyclage ont dû être menés. À partir du moment où des investissements avaient déjà été faits, eh bien, ça a été problématique. Il a fallu faire beaucoup de recul et on s'est rendu compte qu'il y avait justement une occasion qui n'avait pas été bien saisie parce que finalement le projet n'a pas eu l'impact souhaité. Donc il a fallu d'abord sensibiliser les personnes et on leur a dit qu'on recréait cette plateforme pour elles. Mais au fil du temps, et d'ailleurs dans le cadre de mes travaux, j'ai commencé à travailler avec des journalistes, à travailler avec la société civile pour communiquer, sensibiliser, pour parler de capacité des données, de capacité numérique et comment exploiter ces nouvelles technologies numériques. Mais il fallait vraiment procéder à une formation et vraiment renforcer les capacités, aussi inciter à des visualisations et au concret. Et finalement, on a eu une question de la part de la communauté. Très bien, nous sommes dotés de toutes les compétences, mais nous n'avons pas les données à notre disposition. Vous voyez? Donc inversement, donc, d'un seul coup, alors elles se sont portées vers les bureaux des statistiques, et c'était à un niveau national que ça se produisait. En fait, finalement, l'effet était l'inverse. Les données, bon, avaient déjà existé, mais ça n'était pas arrivé en temps opportun, ni de façon idoine, ce n'était pas le bon format, etc. Donc, formation, renforcement de capacité, puis d'un seul coup, il a fallu sensibiliser 200, 300 journalistes, reporters, et nous recherchions des données pour faire cette espèce de plaidoyer, pour l'améliorer. Et on nous a dit, oui, c'est excellent, il y avait une excellente collectivité ici, une bonne communauté qui a vraiment bien participé, toutes sortes de personnes qui sont dynamiques et qui souhaitent participer. Est-ce que vous pouvez venir les aider justement à participer lorsqu'elles s'engagent, lorsqu'elles interviennent? Et on s'est rendu compte, en fait, finalement, concrètement, au départ, on pense que le gouvernement avait vraiment créé une brèche numérique et avait justement fait cela, et ils n'avaient pas vraiment bien effectué cette tâche. Ils se sont rendus compte que, en fait, finalement, il n'y avait que 5 personnes qui travaillaient dans le cadre de cette révolution numérique au niveau des agences, au niveau des administrations, des ministères. Et finalement, on ne s'était pas rendu compte de questions technologiques importantes au départ. Comment est-ce que vous pouvez communiquer avec les personnes, émettre des données comme les citoyens le souhaitent aussi et selon leurs desiderata? Et finalement, lorsque nous avons fait cela au niveau de Code for Africa, il ne s'agissait pas que de dire oui, effectivement, il faut que les gouvernements émettent davantage de données, soient plus ouverts, transparents, etc., etc. On veut que cette plateforme soit développée. Mais les personnes, finalement, dépendaient de certaines personnes pour justement effectuer ce genre de tâches. Mais en fait, il y avait aussi une brèche dans les compétences de ces personnes. Et donc, il a fallu commencer à travailler de plus près avec les gouvernements, autant de protocoles d'entente, entamer des programmes de formation et demander aussi aux administrations d'émettre des données de la manière que le souhaitaient les citoyens, dans le même format souhaité. Et ensuite, il convenait aussi de commencer à comprendre les différents KPI, etc., les éléments de mesure, et fournir des formations en cette matière aussi. Et donc, alors que nous voulons engager les gouvernements et appeler à une espèce de révolution du numérique, on se rend compte qu'il y a énormément d'obstacles, de difficultés, de défis, méfiance, autre obstacle, corruption par exemple, la perception que l'on a vis-à-vis de son gouvernement. Mais in fine, c'est une question de confiance et de renforcement de la confiance, au départ de création de confiance. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que les personnes n'ont pas confiance en le système. Et donc se méfient. À partir de ce moment-là, comment peuvent-elles intervenir ou pleinement participer? On se pose la question de savoir pourquoi les uns et les autres se plaignent tout le temps parce qu'ils veulent ceci et cela. Mais il est important aussi que nous nous dirigions auprès des partenaires et que nous communiquions quels sont les véritables défis à ces partenaires pour qu'ils comprennent mieux. Donc il faut les sensibiliser. C'est un processus à double sens. Le secteur privé et le secteur public essayent d'améliorer nos vies. Mais comment peuvent-ils le faire sans avoir entamé un dialogue avec nous?
sans interaction avec les communautés. Donc maintenant, il faut revenir vers les communautés, tenter de créer des partenariats. Et je demande d'ailleurs aux OSC de ne pas être toujours sur le côté négatif ou pessimiste et de ne pas non plus se plaindre et pleurer, etc., mais tout simplement communiquer. Et pour résumer, lorsque nous sommes rendus auprès de ces communautés, et nous voulions aussi au niveau du bureau des statistiques comment donner des données au public, eh bien, nous avons pu mettre au point une data desk, un centre de données et toutes sortes de centres de données avec information, octroi de licence, etc., avec surtout certains niveaux de restriction, d'habilitation pour avoir accès à ces données. La réussite de ce projet, eh bien, le gouvernement du Sénégal est un partenaire avec Code for Africa, par exemple, pour voir comment on peut reproduire justement ce genre de programme et alors tirer des enseignements de ceux qui l'ont déjà fait pour justement donner davantage de moyens aux administrations, aux bureaux de statistiques, que sais-je. Donc on peut toujours faire mieux, mais il faut surtout dialoguer. Tant d'enseignements, d'excellents enseignements tirés dans le cadre de nos travaux. Et je ne suis pas du tout étonné de savoir que d'autres gouvernements et communautés, gouvernements locaux souhaiteraient reproduire ce genre de programme. Et ça me semble fondamental. Il y a tant de choses que nous pourrions faire. Mais finalement, je vois que c'est une discussion foisonnante et nous allons peut-être parler que de cela finalement. Mais est-ce qu'il y a des questions des participants et des délégués? Vous pouvez demander la parole et puis ensuite vous levez pour poser la question au microphone. On a encore 5 minutes, donc on peut recueillir quand même quelques questions. Bonjour, Samratar Ibrahim et je viens de Somalie via l'Australie. Je travaille avec un groupe de recherche à l'université d'Australie pour les données des personnes. Comment traiter, gérer un tel problème dans un pays tel que la Somalie, avec de grandes préoccupations sécuritaires, et comment exécuter ce genre de programme dans un pays tel que la Somalie. Encore 2 ou 3 questions peut-être, et puis nous vous donnerons la parole. Nemazal, je viens du Liban, je suis étudiante, et j'ai 2 questions à poser. Pour les propos de Mara, vous avez dit collecter des données sur la base du comportement des personnes. Donc vous n'avez pas posé la question de savoir ce que faisaient les personnes. Donc vous avez trouvé quand même une espèce de valeur en analysant un comportement, les capteurs, n'est-ce pas? Eh bien vous avez pu un peu mieux identifier le comportement des personnes, n'est-ce pas? Mais c'est assez différent de lorsque l'on va se rendre chez quelqu'un ou au foyer et leur poser la question. La réponse sera nuancée. Et en fait, il y a certaines choses que les personnes ne savent pas sur elles-mêmes, mais qu'elles commencent à comprendre par une espèce de maïotique. Et à partir de ce moment-là, dans ce genre de cas de figure, une démarche centrée sur la personne, ou premièrement sur la personne, lorsque vous allez collecter des données de leur part, eh bien finalement, les progrès technologiques numériques sont alimentés par les données. Est-ce que ce ne serait pas mieux, justement, est-ce que vous ne pensez pas que des restrictions pourraient entraver les évolutions et surtout lorsqu'il s'agit de se renseigner sur le comportement des consommateurs, connaître mieux leur comportement conscient, subconscient, inconscient, etc. Et il y a quelque chose de très intéressant qui ressort du cas du Nigeria et d'autres marchés émergents, où il y a une croissance exponentiellement rapide et il y a une espèce de brèche entre chaque individu. On le voit parce que le Nigeria a le PIB le plus élevé en Afrique, mais en même temps, donc un des PIB par tête d'habitant les plus bas, parce que c'est un gros pays. Et donc, à l'examen d'un pays émergent, surtout dans les pays émergents, il y a une espèce de gouffre entre l'alphabétisme numérique et le degré de progrès scientifique technologique du pays. Comment gérer ce problème et comment justement combler le gouffre? Merci. Alors encore une question. Bonjour, je m'appelle Angelo et je viens d'Indonésie et je travaille à la Banque mondiale, enfin dans le bureau de la Banque mondiale à Jakarta. Et il est certain que pour avoir des programmes centrés sur les personnes, il convient d'avoir des données sur ces personnes. Et pour mieux fonctionner, il faut davantage de données pour que justement les municipalités ou les gouvernements s'améliorent eux-mêmes. Nous avons des sociétés tech en Indonésie qui ont cette espèce de super app où un certain nombre de
services sont fournis. Et dans ce cadre, ils collectent des données pour améliorer leurs propres services fournis, mais je ne vois pas quelque instance ou organisme gouvernemental qui ait adopté ce genre de démarche. Et donc ma question est celle-ci. Dans une région aussi dynamique que l'Asie du Sud-Est, comment les gouvernements peuvent-ils élaborer des stratégies pour collecter davantage de données et pour aussi, surtout, améliorer les services fournis à leurs citoyens? Merci. Nagui voulait peut-être parler davantage de l'identité numérique et ensuite la question de la vie privée ou des restrictions. Est-ce que cela n'entrave pas le libre flux de données? Et Nkechi, si vous pouviez donner des réponses concernant les questions posées à Code of Africa. Oui, pour la question de la Somalie, la Banque mondiale mène un projet d'identité numérique en Somalie. Ce qui s'est passé, évidemment, d'un seul coup, c'est qu'une loi a dû être adoptée sur la vie privée et, évidemment, par rapport aux données des personnes. Je crois que la Banque mondiale s'est concentrée sur les principes adéquats. Mais il me semble... Je voulais tout simplement évoquer cela, soit dit en passant, et je ne me suis pas beaucoup attardé sur cette question, mais il y a certainement une question de capacité institutionnelle qui entre en compte. La capacité des institutions à fournir, à assurer des protections. Mais la question est la même. Lorsque l'on parle de technologies qui avancent bien plus rapidement que la capacité des cadres réglementaires à les régir et à les gérer, dans la mesure où justement on peut fournir des protections aux citoyens, je devrais réfléchir de façon très prudente pour savoir justement est-ce que l'on devrait commencer à introduire des concepts tels que les villes intelligences. Donc la qualité institutionnelle est évidemment importante. Le fait d'investir beaucoup en matière de renforcement des capacités des gouvernements et des citoyens, mais je voudrais revenir à la question du comportement des consommateurs brièvement. Il est vrai que le recueil de données sur le comportement des consommateurs et autres données sur ces consommateurs, ces données permettent tout de même d'améliorer, de faire progresser la prestation de services. Cette même démarche, cette espèce de même science comportementale mène à des applications qui provoquent une espèce d'addiction et d'accoutumance, et cela peut vouloir dire de mauvaises conséquences pendant les périodes électorales, etc. Donc oui, il existe un coût, certes, on ne peut pas totalement détourner le regard de ces questions. Je parlais de Spotify, par exemple. On investit dans une société tech qui permet la personnalisation sur le dispositif lui-même plutôt que centralement. Donc il y a un investissement supplémentaire nécessaire pour ce faire, plutôt que de ne simplement se servir de la technologie existante. Mais cela permet une plus grande confiance à long terme. Et c'est là, justement, que nous avons une valeur ajoutée. L'innovation en général ne peut pas exister à n'importe quel coût. Une bonne innovation, une innovation idoine, appropriée, surviendra dans n'importe quel contexte et peut justement survivre un certain nombre de limitations. Mais le risque, justement, qui existe lorsque notre vie privée est en jeu, peut avoir des résultats catastrophiques parce qu'il en va de l'autonomie des personnes. L'innovation technologique ne peut pas être possible à n'importe quel coût. Le droit à la vie privée en premier, et puis les technologies de rupture, etc. Mais à partir du moment parfois où vous avez déployé une technologie novatrice, vous vous rendez compte plus tard que vous avez un résultat auquel vous ne vous étiez pas attendu. Il est vrai que parfois vous aurez déployé une technologie et ce faisant, dans le processus, vous aurez identifié un certain nombre de conséquences que vous n'auriez pas attendues au départ. Et cela veut dire à quel point, justement, la co-création, etc., est si importante. Je dois travailler avec les personnes dans la co-conception, entre guillemets, des nouvelles technologies. Et par le biais de cette participation, nous pouvons avoir un certain nombre d'aperçus et d'éléments de réflexion pour évoluer plus loin. Il convient aussi de se doter d'environnements protégés, sûrs, à mesure qu'évoluent ces technologies. C'est une espèce d'expérimentation à la sauvage, sur le tas. Et justement, dans cette démarche, eh bien, c'est essentiel pour la technologie gouvernementale, GovTech,
aussi, parce que les gouvernements souhaitent effectivement innover, mais les gouvernements sont aussi imputables pour un certain nombre de choses. Il est loin d'être simple pour un gouvernement de déployer une nouvelle technologie, puis la mettre à l'échelle, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On attend de voir en matière de vie privée et d'intimité. Et Neta du Royaume-Uni a produit une publication où on parle du besoin de mettre les choses à l'essai dans des espèces de programmes pilotes sur le terrain. Il me semble que c'est essentiel. Nous avons besoin que les gouvernements innovent afin qu'ils puissent mieux interagir avec les personnes. Parfois, les personnes sont bien plus en avance que leur gouvernement. Mais il faut quand même procéder dans un cadre protégé et sécurisé. Raison pour laquelle je fais cet appel. Davantage d'expérimentation sur le tas, sur le terrain, avec les personnes, mais dans un certain cadre maîtrisé et dans un cadre de projet pilote. Merci. Merci pour votre excellente question. C'est un grand défi, surtout au regard des marchés émergents, des économies émergentes qui essayent de s'adapter ou d'adapter des solutions technologiques. Évidemment, la révolution industrielle, ensuite les caractéristiques du travail de la main-d'œuvre et les technologies futures ou de rupture. Vous voyez que le simple problème ou le plus grand problème, c'est le débit, le haut débit dans les pays émergents ou en développement. Et on se rend compte que dans ces pays, il y a en même temps une occasion à saisir pour une croissance rapide. Attention, parce que le genre de défi auquel nous sommes confrontés le montre. J'avais lu un rapport, je ne sais plus d'où, qui établissait un classement des systèmes éducatifs en Afrique. Et le système éducatif du Nigeria avait une note de 2 sur 7. Tout simplement pour dire que c'était une note assez basse et que la moyenne c'était 3,8 et le Nigeria avait 2. Pourquoi est-ce que nous réfléchissons? Lorsqu'on réfléchit à la technologie et l'on voit la brèche de compétences ou la brèche numérique, nous avons 170 millions de personnes qui ont justement un accès à la téléphonie mobile dans la population. C'est assez important. Mais 30 millions de personnes donc, qui ont accès à des téléphones portables. Ensuite, la question qui se pose est si vous voulez que les personnes aient accès à des dispositifs numériques, d'un seul coup, on se rend compte que les compétences numériques sont faibles. C'est un peu intégral et holistique. Lorsqu'on examine le système éducatif et qu'on se rend compte que les personnes auxquelles on s'attend qu'elles effectuent elles-mêmes la transformation, pour aider à la transformation, eh bien, pour que les solutions technologiques novatrices, eh bien, les solutions fournies par le gouvernement, eh bien, ces personnes trouvent cela vraiment difficile et peu viable et même pas pérenne. Et donc, on constate justement une brèche des compétences énorme. Le taux de chômage au Nigeria est énorme, quelques 30%, et quelques 50% ou plus de la population est jeune au Nigeria, fait partie de la population dite jeune. Donc, à partir du moment où on a cette espèce de ressource de capital humain, localement, pourquoi est-ce si difficile? À la lecture d'un rapport de la Banque mondiale sur le Nigeria, l'économie du Nigeria, il y avait 2 points fondamentaux, plusieurs points fondamentaux. S'il faut croître, avoir une certaine croissance pour mieux adopter les technologies, il faut qu'il y ait l'éducation. Mais pourquoi est-ce que ces personnes, au sortir du système éducatif, n'obtiennent pas d'emploi aussi? Parce que si vous ne formez pas non plus les personnes de façon adéquate, eh bien, elles vont sortir de l'école et ne seront pas dotées des bonnes compétences pour justement intégrer le marché du travail et avoir des postes plus intéressants, disons. Au Nigeria, par exemple, la fonction publique n'est pas vraiment considérée comme quelque chose de très rentable. Ce n'est pas vraiment quelque chose à avoir comme ambition. On n'ambitionne pas d'être fonctionnaire public au Nigeria. D'ailleurs, on se sacrifie si on le fait. Il faut vraiment être très centré personne pour adopter ou choisir ce genre de travail. Et d'ailleurs, même d'autres vous poseront la question de savoir pourquoi est-ce que vous travaillez dans la fonction publique. Et donc, si un pays de 230 millions de personnes, plus de 50% de sa population est jeune, 130 millions de personnes, à titre d'exemple, au chômage, ou finalement, qui doivent avoir l'opportunité de transformer le système, mais cela ne se passe pas. Désolé, je vois que c'était une session questions-réponses et je vous vois un peu me demander d'arrêter, mais en fait, c'est un problème tout à fait sérieux. Il ne s'agit pas que de la technologie. Finalement, il s'agit des différents écosystèmes, différents aspects qui entrent en compte de la pauvreté, du chômage, de l'éducation.
tout cela est réuni et détermine si oui ou non un pays sera prospère ou va prospérer ou non. Et d'ailleurs, c'est loin d'être facile d'y répondre en quelques instants à ce genre de questions. Désolé parce que nous n'avons plus le temps. D'ailleurs, nous avons déjà un petit peu de retard. Mais désolé pour ceux qui attendent encore pour poser des questions. Vous pourrez peut-être contacter les conférenciers juste à la fin de cette session s'ils ont quelques instants. Mais il va falloir arrêter maintenant la discussion en plénière. Voilà un sujet qui était foisonnant, très intéressant. Merci beaucoup de vos contributions, des excellentes questions que vous avez posées et auxquelles nous avons pu répondre. Et j'espère que vous aurez quand même quelques éléments de réflexion sur ce que chacun d'entre nous pouvons faire dans nos villes pour que celles-ci soient plus inclusives et pour que celles-ci améliorent aussi leurs services prestés. Merci. Ah oui, c'est joli. Thank you, moderator. Merci, Madame l'animatrice. Et merci à tout le monde. Merci, chers conférenciers. Merci de vos questions. Alors, quelques remarques en vitesse avant que vous n'alliez déjeuner. Nous avons le marché d'innovation du sommet de la jeunesse qui va être ouvert dans quelques instants. Vous aurez un certain nombre d'opportunités qui sont intéressantes, des personnes aussi qui représentent tous les stands. Et donc, veillez à bien les voir, collectez tous les bons et ensuite il y aura une tombola et un prix qui sera donné. Il y a ensuite une session d'examen de cas de figure à 13 h dans les salles où vous vous trouviez ce matin. Si vous ne savez pas exactement comment y arriver, revenez vers nous et on vous orientera. Et j'ai une grande faveur à vous demander, c'est pour le public en ligne et vous-même. Je vous propose de bien regarder rapidement dans vos sacs si vous auriez éventuellement pris par erreur un téléphone portable. Pas de problème, ne soyez pas gênés, il suffit tout simplement de nous les remettre parce que ce sont des ordinateurs de la Banque mondiale. Je vous demande simplement, s'il vous plaît, de regarder dans vos sacs tout de suite et ensuite je vous laisse déjeuner. Merci.